Bien, merci à tous. Nous accueillons pour ouvrir cet après-midi Madame la ministre de l'Enfance, de la Jeunesse et des Familles, Madame Sarah El Haïry, qui a bien voulu accepter notre invitation pour venir à ce colloque et pour nous rencontrer, les magistrats, puisque nous n'avons pas encore eu l'occasion vraiment de la rencontrer officiellement. Donc je lui laisse tout de suite la parole. Madame la ministre. Merci beaucoup Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs, en réalité, moi je suis très heureuse de cette invitation et c'est un moment qui est, en tout cas à mes yeux, très important et pour cela j'en suis, voilà, je voulais vous exprimer avant de commencer ma profonde gratitude. Évidemment, j'ai un discours avec un certain nombre d'éléments que j'ai envie de partager avec vous et sur lesquels on pourra, j'espère, échanger voilà, de manière franche. Mais avant... Ah, soit j'essaie de parler plus fort, soit vous voulez que j'essaye par ailleurs. Vous voulez que j'essaye plus fort ? Plus près, c'est plus près. Voilà. Alors je vais essayer plus près. Avant de commencer peut-être et de rentrer sur la feuille de route, les différents sujets, différents thèmes, je voulais vous parler peut-être de ce que nous vivons, ce que nous partageons, je crois, aujourd'hui plus que jamais. Un moment peut-être plus difficile encore pour les enfants et pour les familles. Il y a une crise majeure de la protection de l'enfance. Vous la vivez au quotidien, et évidemment on va revenir sur les différentes pistes. Mais je pense, en tout cas de ce que je ressens, de ce que je vois, des différentes rencontres, cette crise, elle est polyforme. Il y a ceux qui sont accompagnés, ceux qui sont suivis, et il y a en réalité tous les dérèglements de notre société qui créent des angoisses, des difficultés, des nouveaux défis aussi, et vous êtes au cœur en réalité de tout ça. Quand je dis ça, je pense à quoi ? Je pense bien sûr à la lutte contre la prostitution des mineurs, qui explose du fait d'un nouveau défi, celui du numérique. Quand je pense à ça, je pense également à la libération de la parole, que je salue et que je pense qu'il faut continuer absolument à accompagner des enfants, des violences sexuelles et sexistes dans tout secteur, tout milieu, et plus fortement et plus durement encore au sein de la famille et au sein des familles. Et puis, avec tout cela, de nouveaux défis, de nouvelles angoisses, qui se retrouvent parfois à l'école, parfois dans la violence du harcèlement, du cyberharcèlement. Et c'est bien ces enfants-là que moi j'ai à accompagner. Pas que, bien sûr, mais c'est peut-être mon obsession. Parce que ceux-là, ils ont plus besoin de nous encore, et vous êtes au cœur. Vous êtes par vos fonctions, vos engagements et votre métier peut-être plus spécifiquement, de ceux qui ont peut-être la chance et la difficulté de rentrer dans cet intime et du coup de voir et de savoir. Parce que vous avez fait ce choix, je voulais revenir peut-être dans un premier temps sur la protection de l'enfance qui vit, elle, une crise comme on a rarement vu. Ce qui amène d'ailleurs plusieurs réflexions. D'abord les prospectives que vous avez travaillées et lues ce matin, en tout cas sur lesquelles vous avez eu un certain nombre de débats. Je pense que ce rapport, en tout cas, nourrira nos travaux pour être totalement transparente. J'en ai pris connaissance que de manière partielle hier, mais on s'y plongera avec évidemment mon équipe et Julie Ravenne en particulier, parce que je crois qu'il pose peut-être de grandes réflexions structurantes. Et c'est pas parce qu'on se donne le temps nécessaire pour avoir le débat sur ces grandes orientations structurantes qu'il ne faut pas aussi regarder l'immédiat et l'urgence. L'urgence, elle est où ? L'urgence, elle est dans les mesures non exécutées. L'urgence, elle est dans les mots qu'on peut avoir dans nos échanges, plus francs parfois et plus directs, où je sais que le poids de ces mesures non exécutées, ou exécutées avec du retard, aujourd'hui, vous pose un certain nombre de doutes, mettent en danger encore des enfants. Des inégalités au sein des territoires qui sont criantes, d'un département à l'autre. On n'a pas les mêmes réalités. Au moment où on a une baisse d'engagement d'une certaine manière, en tout cas, il y a un effondrement de l'attractivité des métiers du lien, de la protection de l'enfance aux assistants familiaux. Un départ à la retraite et pas de renouvellement. Des conditions de travail qui appellent, bien sûr, et qui conditionnent les qualités d'accueil. Des pouponnières qui débordent,
des foyers où on retrouve parfois, malheureusement, de la violence. Et face à tout cela, il y a deux manières de voir les choses. Soit tu le vois comme une montagne insurmontable, et finalement tu es anesthésié par l'ampleur de la tâche et parfois même des difficultés. Soit tu te dis, eh bien, en réalité, moi j'ai confiance dans la capacité à créer des solutions bout par bout. Je ne crois pas au Big Bang. Je crois qu'il est nécessaire de repenser notre système en profondeur. Et c'est parce qu'il faut le penser en profondeur à moyen terme qu'il faut répondre à la crise d'aujourd'hui. Alors hier, ça peut paraître anecdotique pour beaucoup de monde. Mais hier, au Sénat, il y a eu un débat sur les assistants familiaux. Et c'était simplement le fait de pouvoir permettre à la fonction publique de pouvoir être famille d'accueil pour ceux qui le souhaitent, à temps partiel ou pas. En tout cas, le décret le posera. Mais simplement ça. Alors, face à l'ampleur de la crise qui est aiguë, légitimement, certains disaient mais c'est même pas par là qu'il faut commencer. Mais ça ne changera rien. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que plus que jamais, la question de la protection de l'enfance, elle est au cœur des débats politiques, des débats institutionnels et des débats législatifs. Elle est au cœur, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des responsabilités à engager. Et pour le coup, je n'ai pas peur d'aller sur ce terrain-là aussi. Parce qu'il y a des départements qui aujourd'hui ne sont pas au rendez-vous de leurs responsabilités. Mais il y a aussi des responsabilités que l'État doit prendre et assumer, et sur lesquelles nous ne sommes pas suffisamment au rendez-vous. Je pense à la santé, je pense à la question du handicap, je pense également, et plus spécifiquement, à la question de l'éducation. On ne peut pas, en tout cas moi je ne veux pas me résoudre, que plus de 36% des enfants que nous avons sous notre charge et sous notre protection n'ont même pas le brevet. Et ça n'angoisse pas, et ça ne questionne pas. Alors je sais que tout n'est pas drame, parce que j'en ai vu d'autres qui ont réussi, qui ont eu des familles d'accueil aimantes, qui s'en sont sortis, bien sûr. Et même j'ai vécu quelque chose d'assez, peut-être assez troublant en tant que ministre. Parce que je ne l'ai pas eu en arrivant à la biodiversité, parce que je ne l'ai pas eu en étant en charge de la jeunesse au sens engagement, service civique, mobilité. Depuis que j'ai eu la charge de la protection de l'enfance, de la lutte contre les maltraitances et les violences, alors des amis proches, ou parfois des personnalités qui ont réussi dans le monde économique, dans le monde de la culture, enfin, mais pour le coup que je connaissais par ailleurs, ont levé la pudeur de dire. Et certains, ça a été pour dire, tu sais, dans des moments personnels, mon frère a été victime de violences sexuelles, ou j'ai été un enfant de la DAS. Et des gens que je connais parfois depuis des dizaines d'années, quinzaines d'années. Et parce que ce silence se brise, alors je pense qu'il se passe quelque chose dans notre société. Et parce que ce silence se brise, alors il est temps, peut-être, d'accompagner un nouveau statut pour les assistants familiaux. Il est peut-être temps aujourd'hui de poser la question de la formation des éducateurs spécialisés. Il est temps aujourd'hui de poser la question, peut-être encore pas suffisamment musclée ou posée, de l'adoption, du fait de faciliter l'adoption quand il y a un attachement. Je sais que c'est absolument contraire à ce qui peut s'entendre dire et faire aujourd'hui avec des contrôles parfois extrêmement forts ou incompris de la part des PMI. Mais on ne peut pas passer le temps, notre temps, collectivement, qu'on soit au sein d'une PMI, qu'on soit travailleur social, qu'on soit magistrat, en charge de la protection de ses enfants, qu'on soit travailleur social qui fait le choix, oui, d'aller chercher une décision judiciaire au lieu d'aller pousser jusqu'au bout la question de la décision administrative. On ne peut pas aller chercher que des responsabilités à droite, à gauche. Je ne veux pas rentrer dans le débat de qui est défaillant ou pas, les départements ou l'État. Je ne veux pas rentrer dans le débat de ce n'est qu'une histoire de moyens financiers. Bien sûr qu'il y a besoin de moyens financiers, évidemment. Et franchement, idiot celui qui ne reconnaîtrait pas ça. Mais dans la période que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas une bataille de chiffonniers de chiffres. C'est une urgence d'abord pour ces enfants, dont vous avez et dont vous prenez souvent le destin en main, en réalité pour le dire comme ça, des fratries entières, et demain de leur avenir. Et puis après-demain, toute la prévention nécessaire. Parce qu'aujourd'hui on répond à l'urgence. Mais notre pays n'est pas condamné à avoir une explosion de ces placements, une explosion de ces violences. La parole se libère et c'est précieux et tant mieux. Mais où est
aujourd'hui le soutien à la parentalité? Où est ce tabou brisé de dire, quelle que soit sa classe sociale, on a le droit de demander de l'aide? Et ce n'est pas honteux. Et oui, ce n'est pas grave de demander un coup de main. Que ce soit sur l'arrivée du bébé, sur les 1000 premiers jours, ou plus tardivement peut-être, au moment de l'adolescence, ou face à une situation qui peut parfois nous mettre en difficulté, parce que c'est pas parce qu'on a réussi l'éducation du premier que c'est facile pour le deuxième. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais aujourd'hui, on a une société qui cloisonne encore beaucoup. Alors, menons, en tout cas, c'est ma feuille de route, c'est ma mission, mener ces 3 combats en même temps. D'abord et avant tout, répondre à l'urgence. Et pour répondre à l'urgence, plusieurs pistes aujourd'hui sont posées. Décision administrative, aller chercher le tiers digne de confiance, famille d'accueil durable et bénévole, ouverture des familles d'accueil, bien sûr construction de foyers autant que de besoin avec des moyens nécessaires, mais ça ne servira à rien s'il n'y a pas les professionnels à l'intérieur. Et puis décloisonner. Décloisonner les échanges, décloisonner l'information, et finalement faire que chaque adulte autour de ses enfants prenne sa part de responsabilité et ne la transfère pas. La santé, avec la généralisation de santé protégée, expérimentation qui a marché. Mais qui a marché parce qu'il y avait aussi des moyens financiers. Parce qu'on a mis devant la réalité de ces enfants le regard de médecins qui ne se résout... Enfin, il n'acceptait pas l'idée qu'il y ait des enfants qui avaient peut-être plus besoin que d'autres, qu'ils n'aient pas accès à un médecin traitant. Alors ils ont été au rendez-vous. Et j'ai été voir chez moi, de manière très franche et très directe, en Loire-Atlantique. Alors qu'on a de la pression, on a aussi des zones qui sont des déserts médicaux. Les professeurs, pourquoi ces enfants ne sont pas plus suivis? Pourquoi le taux d'échec est aussi important? Pourquoi ils redoublent plus que d'autres? Alors bien sûr, il y a la conséquence du trauma, du polytrauma souvent, parfois du handicap non diagnostiqué, non accompagné. Mais il n'y a pas de raison qu'ils soient condamnés à avoir moins de chance tout au long de leur vie. Alors moi, je veux que les DAZEN se mobilisent avec les proviseurs, qu'on puisse dire aux enseignants que ces enfants ont plus besoin que d'autres et qu'ils soient au rendez-vous. Et pour ça, alors il faut parler. Il faut simplement partager ces informations. Il faut avoir les lieux de concertation. Pareil, associations gestionnaires. Elles sont nombreuses, elles sont différentes. Mais dans le fond, à quel moment on réunit tout le monde? On a essayé les CDPE. C'est très bien. C'est une bonne expérimentation. Et moi, je crois qu'il faut l'ouvrir encore plus. Par exemple, aux avocats, qui aujourd'hui ne sont pas autour de cette table. Il faut que ces CDPE ne restent pas des expérimentations ponctuelles d'un département à l'autre. Et c'est comme ça qu'on ira chercher en réalité l'inversion de la courbe et qu'on passera aujourd'hui de 80% de décisions judiciaires à peut-être un rééquilibrage. Parce que dans le fond, pourquoi on en est là? On en est là aussi parce que les travailleurs sociaux se retrouvent dans des situations où ils vous passent la responsabilité, parce qu'ils ne sont pas en situation d'aller chercher cette adhésion. Mais c'est quoi l'adhésion? Comment on la définit? Pour mieux l'accompagner, pour mieux la définir, pour aller chercher ce tiers de confiance, alors on va travailler sur un certain nombre de référentiels, d'accompagnement de la formation, et plus largement, répondre aussi à cette crise de l'attractivité et à tous ces départs. Au-delà de ces enfants, nous en avons d'autres. Ceux qui arrivent et qui ne sont pas français, et qui arrivent aujourd'hui sur notre territoire, de manière plus ou moins égale en fonction des départements, mais qui sont répartis de manière nationale. Les MNA, mais qui ne bénéficient pas toujours de mise à l'abri. Aujourd'hui, nous avons décidé, dans quelques jours, la circulaire arrivera au préfet, de faire des déférés liberté, quand un président de département laisse les enfants au pied de la gare, au pied du train, alors qu'ils ont eu une évaluation de minorité, qu'ils ont été reconnus mineurs et qu'ils ne sont pas accueillis dans le département. Reconnaître en réalité le devoir et la responsabilité que nous avons vis-à-vis des enfants, c'est d'abord et avant tout les protéger, qu'ils soient victimes, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient en réalité dans une fratrie. Je ne veux pas entendre, et c'est horrible mais on l'entend encore, qu'un enfant qui se prostitue, c'est un jeune qui dans le fond est consentant. Eh bien non. Un enfant qui se prostitue est un enfant en danger. Un mineur non accompagné est un enfant que nous avons le devoir d'accompagner jusqu'à sa majorité. Quel que soit le débat que nous avons sur
l'effectivité ou pas du parcours pour évaluer la majorité. Travaillons, moi je n'ai aucun tabou. Ouvrons le sujet de l'évaluation. Faisons que ces référentiels soient encore plus forts et plus solides, en tout cas qu'ils soient moins ouverts à la contestation. Si c'est ça le sujet, allons-y. Certains me disent il faut réactualiser les référentiels des tests osseux parce que ce n'est pas les bons phénotypes. D'autres me disent c'est la procédure d'évaluation des travailleurs sociaux qu'il faut uniformiser et rendre plus opposable. Pourquoi pas? Mais surtout, ne nous habituons pas, quels que soient en réalité les territoires, à accepter de faire un tri. Parce que ce que j'entends aujourd'hui, sincèrement m'inquiète. Alors même qu'on sait que du fait de la situation en réalité de la planète, de la pauvreté, de la grande précarité, ces enfants sont là, et demain, il y en aura d'autres. Alors, on s'en occupe et on s'en occupe bien. Et puis, arrive la question de l'identité et des documents d'identité à leur majorité. Il y a un travail énorme à faire. Quand on a accompagné un jeune, qu'il a fait un parcours d'apprentissage, qu'il a appris le français, qu'il s'est intégré, et que finalement on le raccompagne simplement parce qu'on n'a pas été en capacité de lui donner un titre d'identité, alors je trouve qu'on a failli. Alors faisons que ces situations-là ne se reproduisent pas. Après, s'il y a eu des troubles, évidemment, c'est le retour. Mais à la limite, il aura eu sa chance. Mais on ne fait pas le tri à l'accueil. On ne fait pas le tri entre les enfants. J'ai déjà été trop longue et j'ai absolument pas du coup suivi les travaux qui étaient préparés, mais simplement peut-être un dernier point, puisque c'est important, la question des décrets. Aujourd'hui, il y a des lois qui sont votées et tous les décrets ne sont pas sortis. Parce que je suis d'abord parlementaire, mon obsession a été de sortir au plus vite 4 décrets. Décret sur le mentorat, décret sur le tutorat, décret sur l'hôtel et le 4e décret, bien sûr, sur le parrainage, c'est les 2 autres. Bref, j'ai réussi à en sortir 4. Il m'en reste pourtant 3. 3 qui sont au ralenti du fait des autorisations, de la CNIL. Mais je vous assure qu'ils finiront par sortir parce que c'est une obsession et parce que c'est nécessaire. D'abord parce que le premier, c'est sur les agréments des assistants familiaux, quand on leur a retiré l'agrément dans un département et parfois voisin. Les 2 autres sont sur les assistants, en réalité, sont sur le taux d'encadrement et donc les normes. Et le 3e, puisque vous avez vu malheureusement la presse récemment sur la situation dans le Puy-de-Dôme, sur les pouponnières. Et plus largement le 0,3 et puis le 0,6 ans. Au-delà de ça, je crois que nous avons également à travailler l'accompagnement à la sortie de l'ASE. Comment faire pour que ces enfants retrouvent le droit commun peut-être plus fortement? On voit bien l'accompagnement jusqu'à 21 ans, sauf que la réalité du contrat jeune majeur est très inégale d'un territoire et d'un département à l'autre. Moi, ma méthode a toujours été simple et la même. Je crois au dialogue, je crois à la co-construction. C'est pour ça qu'une des premières choses que j'ai faites, c'est relancer les 7 groupes de travail avec les départements de France, vu toutes les sensibilités politiques des départements de France aussi, bien sûr, parce que je ne suis pas naïve et parce que, bien sûr, j'ai un engagement politique. Mais surtout, de ne pas tomber dans ce qui arrivera peut-être dans les prochains mois et les prochaines semaines. C'est-à-dire faire que tout le débat soit sur recentralisation ou pas. Faire sur les hypothèses du rapport d'Éric Woerth qui a été remis il y a quelques jours, qui pose des hypothèses de création d'entités départementales de solidarité où l'État serait de fait plus présent et peut-être plus fort, aux côtés des présidents de département. Ce sont des hypothèses à moyen et long terme, mais il ne faut pas, en tout cas ce que je ne souhaite pas, que tous les efforts qui sont faits pour répondre à l'urgence aujourd'hui soient délaissés au profit d'un débat qui devient hypothétique et qui sera peut-être pour les 5-10 prochaines années. Mesdames, Messieurs les magistrats, je pense que je me suis laissée emporter par la joie de vous retrouver et l'envie de partager avec vous ce que j'avais peut-être profondément sur le cœur. Les sujets sont extrêmement multiples, mais Madame la Présidente, j'imagine qu'on y reviendra peut-être de manière plus factuelle et peut-être plus spécifique dans les échanges. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre, je vous invite à vous asseoir pour qu'on puisse commencer ces échanges et vous poser quelques questions. Moi j'ai envie de vous en poser une première, vous avez quand même parlé de l'urgence. Là vous évoquez effectivement
des choses qui commencent à se faire sur certains points. Mais alors, sans parler de décentralisation, parce que d'ailleurs, nous, à la FMJF, on n'a jamais évoqué cette question de la décentralisation comme étant une possibilité forcément, de la recentralisation comme étant forcément souhaitable. Mais sans parler de ça, est-ce que l'État va s'engager pour aider en urgence et de quelle manière les départements qui sont le plus en souffrance? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et à question franche, réponse franche. La réponse est oui. D'abord, on a réussi à remobiliser 140 millions d'euros que je vais pouvoir annoncer après les échéances électorales pour ne pas venir amener du trouble puisque nous n'avons plus le droit de faire d'annonces en réalité publiquement du fait de la période de réserve pour relancer la contractualisation sur la prévention de la protection de l'enfance. On a, et c'est ce que j'ai gagné comme également arbitrage récemment, permis des ressources financières nouvelles pour les PMI. Ce qui permettra en réalité d'avoir du soutien financier au département via la PMI. On a mobilisé, grâce d'ailleurs à la ministre de l'Éducation nationale, les 50 000 places d'internat qu'on souhaite donner comme source d'information aux présidents de département en fonction des profils, puisque ça ne fonctionne pas pour tout le monde, évidemment. Mais en fonction des profils qui pourraient en bénéficier, ça peut être un élément de soutien supplémentaire. Mobiliser également avec la Caisse des dépôts et le Trésor des prêts bonifiés. On avait 80 millions d'euros et on est en train de voir pour doubler cette somme, puisque la réalité, c'est que ça permet soit de rénover du foncier, soit de le racheter immédiatement. Ensuite, une des premières choses que j'ai faites, c'est que j'ai été voir d'abord et avant tout Mathieu Klein sur le métier du lien, avec son rapport. Alors que je connaissais déjà, puisque j'étais ministre en charge de la jeunesse, et que j'avais une crise particulière sur les métiers de l'animation. Première réaction sur les métiers de la petite enfance, revalorisation, ça ne répond pas à tout, mais ça marche. Puisque aujourd'hui c'est nécessaire, et il suffit de regarder la grille d'évolution salariale des métiers des éducateurs spécialisés en particulier. L'hypothèse qui est lancée aujourd'hui, c'est de faire pour les métiers du lien un socle de formation commune et ensuite des spécialités pour essayer de relancer l'attractivité. Et sur la question des revalorisations, avec peut-être une prise en charge de l'État, puisque ça a été le cas sur la petite enfance, pour revenir aux moyens effectifs. Sur la petite enfance, 250 millions, 66% de prise en charge, 150 € en moyenne nette par professionnel de la petite enfance. Demain, après les périodes électorales, je pourrais annoncer l'installation du comité de filière de la protection de l'enfance, permettant de poser la question des conditions de travail, de la rémunération et de la formation des professionnels. Et donc, j'espère d'atterrir sur un accord de branche ou à minima, en réalité des accords de grandes organisations pour accompagner ces revalorisations salariales, en plus de la généralisation de santé protégée, et donc la prise en charge, vous savez, Pégase, c'est 1 300 € par enfant, et de 0 à 6 ans, et les plus grands, je crois que c'était 550 € au-dessus de 6 ans de plus. Des moyens financiers supplémentaires pour, bien sûr, accompagner la prise en charge. Et puis, enfin, mais ça, cette mobilisation, je ne l'ai pas encore chiffrée, de l'éducation nationale. Voilà, à très court terme, ce qui sont des moyens en nature ou en financier nouveaux, immédiats, posés, pour essayer de répondre d'abord à l'urgence, c'est-à-dire lutter d'abord, en tout cas à mes yeux, contre les mesures non exécutées qui aujourd'hui mettent de fait en danger des enfants qui n'ont plus le lieu de rester au sein de leur foyer. Bonjour, merci Madame la Ministre pour votre intervention et je rebondis sur la problématique des mineurs non accompagnés. Je me présente tout d'abord, Johannes Faoui, avocat au barreau de Paris. Ma question est la suivante et j'entends vos observations sur le fait que vous avez constaté, tout comme nous, la disparité des départements sur l'évaluation de la minorité et de l'isolement. On est tous d'accord sur ce point et ce problème n'est pas d'aujourd'hui et date depuis plusieurs années, j'ai envie de vous dire. J'entends également que vous êtes ouverte à toute proposition pour essayer d'harmoniser, de trouver une solution et pour permettre à tout le monde, en tout cas, de trouver une solution qui aille à tout le monde, si je puis me permettre, à toutes les institutionnels et à tous les départements également. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on n'y gagnerait pas justement à instaurer dès le départ une présomption de minorité? Car on sait que vous le savez très bien que justement la question d'identité, les papiers, les migrants quand ils arrivent, ils n'ont pas de papiers. La majorité, ils arrivent, ils sont dans un état dégradé, vraiment dans une... Franchement...
avec un parcours très chaotique. Et c'est vrai que la plupart n'ont pas, et on le sait, ils n'ont pas les papiers d'identité sur eux. Et malheureusement, le recours judiciaire est très long, et quand ils sont reconnus mineurs, ils perdent du temps. Ils ne sont pas mis à l'abri au départ, et ils ne sont pas non plus mis à l'abri à l'issue. Donc ma question est la suivante, est-ce qu'on n'y gagnerait pas, franchement, sincèrement, et je vous le dis vraiment, la main sur le cœur, à instaurer, à consacrer la présomption de minorité? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit, écoutez, nous on va accompagner le jeune jusqu'au bout, même au-delà de la majorité. Très bien. Et vous avez dit effectivement, s'il y a un trouble, bon, on lui aura donné sa chance. Dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas tout de suite la chance à un mineur? Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas ce phénomène de suspicion du mineur qui arrive sur le territoire français? Qu'on instaure d'abord la présomption de minorité, qu'on fasse les études, qu'on permette aux institutions judiciaires, administratives, aux départements d'accompagner le jeune pour justement retrouver, réintégrer son identité. Et ensuite, on va par la suite. Voilà mes questions. Merci Madame pour cette question et d'une certaine manière pour le plaidoyer, puisque au-delà de la question, on y voyait, en tout cas j'ai réussi à lire la volonté qui est la vôtre. Je pense que ce moment, puisque vous êtes tous des professionnels, c'est un moment d'échange franc. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y a pas dans les tuyaux l'idée d'installer une présomption de minorité. Par contre, ce que nous devons à ces enfants, ce n'est pas la présomption de minorité, c'est la mise à l'abri. Qu'ils soient mineurs ou majeurs, avant d'avoir l'évaluation spécifique, et donc du coup, d'avoir un accompagnement en tant qu'enfant ou en tant que mineur, puisque c'est souvent ce qui arrive. Mais pour ça, on fait comment? D'abord, on a essayé de manière incitative, en disant au département, ben voilà, si vous utilisez le fichier qui nous permet d'accompagner cette évaluation, alors on donne un peu plus de moyens financiers. Si vous n'utilisez pas et vous ne remplissez pas ce fichier, vous en avez moins. Bon, très sincèrement, ça marche moyen. Voilà. Puisque, dans le fond, alors même que parfois j'utilise un argument qui peut paraître cynique, au moment où ils ont besoin de moyens financiers, ce serait quand même dommage de se couper un bras et sans remplir le fichier. Mais bon, à la limite, libre administration, je suis aussi une élue locale, j'aimerais pas qu'on me donne, qu'on me fasse la leçon, donc chacun est libre après de saisir les opportunités qui sont les leurs. Mais aujourd'hui, ce que je ne souhaite pas laisser s'installer, c'est que quand l'évaluation est faite, qu'il y ait après l'évaluation de la minorité, quand elle est posée, des départements qui refusent d'accueillir des mineurs. Ça, ce n'est pas entendable. Puisque tu es bien sûr patron de ton département quand tu es chez toi, mais tu n'es pas libre de ne pas respecter la loi. Et la relation, bien sûr, État-département ou État-bloc communal, ou globalement État-collectivité, n'est pas une relation difficile ou de tension, c'est pas l'objectif. L'idée, ça a toujours été de construire, de co-construire, d'être dans le dialogue, de trouver des solutions. Et c'est plutôt ma philosophie. Mais je trouve que là, on franchit une ligne qui, du coup, n'est pas entendable, n'est pas acceptable, comme sur le non-respect des décrets interdisant les mineurs dans les hôtels. Je comprends la difficulté des territoires, j'en ai même chez moi, mais on ne peut pas ni accepter, ni tolérer qu'il y ait encore des enfants mineurs, et même en deçà de 16 ans, à l'hôtel tout seul. Et c'est là où je ne veux pas vous faire de fausses promesses, parce que votre plaidoyer est clair, il est fort, mais aujourd'hui, ce n'est pas les chemins. Le chemin, c'est renforcer l'évaluation, poser un socle qui est reconnu plus largement par les départements pour qu'il n'y ait plus aucune contestation, en tout cas philosophique. Après, le droit, il est ce qu'il est, et heureusement, il y a des procédures et des recours. Mais ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle du débat public qui aujourd'hui fait que un mineur, quand il est reconnu mineur et arrive devant parfois une association qui accueille pour le compte d'un département, on lui dise « Non, mais t'as quand même pas l'air d'être mineur ». Oui, et ben jusqu'à la preuve du contraire, ça s'évalue pas comme ça. Et c'est ça que je veux arrêter. Parce que dans la période actuelle, ça prend trop de place. Et ça, c'est pas acceptable. Une autre question ? Donc, sinon, je vais poser ma question. Vous avez parlé du soutien apporté au département par un certain nombre de financements. Alors, moi, je suis juge des enfants à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Je voudrais vous poser la question des disparités territoriales entre les départements, parce que le soutien est une chose, mais la compensation d'inégalités territoriales fortes en termes de revenus, d'âge de la population et de ressources départementales, elle est très importante. Et est-ce que l'aide apportée au département va pouvoir apporter une réponse à ces inégalités et permettre des compensations, et comment?
c'est en réalité une question de financement des collectivités territoriales. En fait, plus largement que simplement de la protection des enfants, sauf si vous voulez peut-être éclairer votre question. C'est cette question-là, mais c'est aussi la question de la place de l'État, par exemple la protection judiciaire de la jeunesse, qui a une mission de protection de l'enfance. Alors, on a la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse qui viendra tout à l'heure, mais c'est en fait une politique partagée aussi. Donc, comment faire travailler les deux ensemble, en fait? De plein de manières. Et effectivement, ça appelle à avoir des financements spécifiques en fonction de certains territoires. Certains territoires sont plus, mais soit parce que c'est sociologiquement et économiquement plus difficile, soit parce que c'est sociologiquement, voire géographiquement plus isolé. Enfin, en fait, j'ai les deux situations qui amènent à des inégalités fortes. Très concrètement, en Lozère, on a des difficultés d'éloignement et donc très peu de professionnels, et donc on est sur une autre ville. Quand on est à Bobigny ou quand on est dans le Nord ou dans le Pas-de-Calais, on a des conséquences qui sont plutôt liées malheureusement à une réalité économique et sociale qui est dégradée. Maintenant, sur la question du financement des départements eux-mêmes. Il se trouve qu'il y a un rapport qui a été demandé et commandé par le président de la République, qui a été remis il y a quelques jours à peine concernant la recentralisation et la question des compétences, et dedans il y a la question des financements. Parce que pourquoi on vit, au-delà de la crise de l'attractivité des métiers, on va dire de la place, de la judiciarisation des décisions, au-delà de ça, pourquoi aujourd'hui on vit une crise plus forte? Parce qu'il y a une chute des DMTO. Il y a une chute des revenus et des recettes des départements. DMTO, c'est, j'ai plus le sigle, mais c'est les revenus des droits de mutation. Ouais, à titre onéreux, voilà. Et donc du coup, on a des départements qui ont des casses négatives. Et puis, je suis désolée, mais parce que je suis élu local, je me permets aussi de le dire. Et puis on a des départements pour qui la protection de l'enfance n'est pas une politique prioritaire. Après, encore une fois, libre administration. Sauf que moi, mon devoir, c'est d'aller chercher l'égalité entre ces enfants. Ils n'ont pas choisi le département dans lequel ils étaient. Et donc c'est là où les réflexions qui sont menées sont de dire plusieurs hypothèses. Alors, plusieurs hypothèses sont posées dans ce rapport, et puis on verra avec la concertation que nous menons avec les départements comment on atterrit. Et l'objectif, c'est d'atterrir sur des décisions en juin. C'est pour vous donner un calendrier. Je n'ai pas souhaité, avec Florence Dabin, d'ailleurs, qui préside le GIP France Enfance Protégée, d'ouvrir des réflexions qui vont durer des mois et des mois. En juin, en septembre, une mise en œuvre, et donc, d'une certaine manière, une réponse d'urgence. C'était l'appel qui a été fait, d'ailleurs, par un certain nombre de départements d'états généraux. J'avais plusieurs hypothèses. Soit je faisais un grand raout, et j'appelais ça des états généraux, soit je lançais il y a eu 7 groupes de travail intensifs thématiques avec des conclusions qui seront ouvertes, parce que là c'était État-département, donc que chacun déjà prenne ses responsabilités et sa part, et puis ouvert aux associations et aux professionnels de la protection de l'enfance sur la dernière ligne droite de ces réunions de travaux, de manière très opérationnelle, avec d'une certaine manière un plan d'action, court terme, moyen terme et long terme, avec dedans bien sûr la question des financements, en levant le silence et le tabou sur les décisions aussi politiques des départements en fonction de leurs priorités, qui parfois peuvent être inégales, sans nier la difficulté pour certains, qui subissent, c'est vrai, une explosion aujourd'hui de la dépense solidarité, puisqu'ils voient le RSA remonter, et de l'autre côté parfois aussi le vieillissement de leur population, voire malheureusement, puisque c'est le cas, le handicap, qui est aujourd'hui aussi porté par eux, ce qui m'amène à rappeler que plus de 30% des enfants aujourd'hui de la protection de l'enfance sont en double vulnérabilité, voire triple quand il y a du psychotrauma. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour Madame la Ministre, je suis magistrat à Toulon, actuellement en charge du pôle famille, après avoir été longtemps juge des enfants. Donc je voulais aborder la question des séparations parentales et des conséquences que ça a parfois sur les enfants. Donc on sait que pour les juges des enfants et les services de protection de l'enfance, ces problématiques sont de plus en plus importantes en proportion dans les raisons des interventions. Donc il y a des troubles importants parfois pour ces enfants-là. Et je voulais vous interroger sur les moyens qui sont donnés pour accompagner les séparations parentales, alors peut-être tout ce qui est en amont, prévention, soutien aux familles, mais plus précisément sur le financement des services, associations qui gèrent les services d'espace rencontre ou de médiation. Actuellement, ce sont des financements croisés, caisse d'allocation familiale, conseil départemental, justice, à géométrie variable selon les départements, donc de très grandes inégalités, avec la question des violences
intrafamiliales. Il y a de plus en plus de situations dans lesquelles il peut y avoir, par exemple, une interdiction de contact entre le père et la mère, une interdiction de paraître au domicile. Donc on a besoin de plus en plus de services spécialisés pour accompagner ces situations de séparation parentale qui sont parfois et de plus en plus extrêmement dommageables à certains enfants. Donc je voulais savoir si vous envisagez de travailler sur ce vaste chantier. Merci Madame pour d'ouvrir en réalité cette question, puisque aujourd'hui on voit que la question de la séparation, en plus elle touche toutes les classes sociales. C'est un peu silencieux, mais c'est vrai, ça touche vraiment toutes les classes sociales. L'objectif et les travaux que nous sommes en train de mener, ils sont de deux volets. Financer via la CNAF et donc via la branche famille un soutien à la parentalité renforcé, mais un soutien à la parentalité plus thématisé. Concrètement, jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup investi sur les 1000 premiers jours. Les 1000 premiers jours de l'enfant, le prénatal, le postnatal. Ce qui est essentiel et qui sera maintenu pour autant. Mais comme la COG a augmenté de 6 milliards d'euros pour le service public de la petite enfance, en grande majorité, mais que dans le FNAS, on est en sous-consommation. Alors, on a travaillé à de la perméabilité, si vous me passez l'exercice, en tout cas le mot, pour permettre de construire un parcours de parentalité gratuit, dans un premier temps, qui est financé par les CAF et par la CNAF. Donc il y a des décisions qui sont nationales et d'autres qui sont départementales, avec l'intégration de l'ensemble de ces ateliers qui sont financés sur un site. Alors aujourd'hui, c'est Je protège mon enfant, avec un label qui s'appelle Parents Parlons. Et l'idée, c'est de mieux financer ce qui se fait déjà, parce que l'idée, c'est pas d'inventer de nouvelles choses. On s'appuie sur les UDAF pour identifier sur le territoire les associations d'accompagnement à la parentalité. Et dans cet accompagnement, il y a plusieurs choses. Il y a l'adolescence, il y a les 1000 premiers jours, il y a la famille recomposée. Enfin, il y a plusieurs choses qui sont en réflexion aujourd'hui. Mais il y a Parents Parlons séparation. Et donc, qui serait un accompagnement à la séparation, en tout cas par des professionnels financés en tout cas également par les CAF. Mais on est déjà en curatif. On est déjà sur la réponse à une séparation. L'idée qui est dans les tuyaux, mais qui n'est pas encore expertisée et qui est un peu précoce, c'est de travailler en amont au projet de coparentalité. Et donc, mais comme je n'ai pas les tenants et les aboutissants, parce qu'aujourd'hui c'est en expertise et piloté par Julie Ravenne, la question c'est de se dire comment demain, autant on sait dire les droits, les devoirs, le chemin, les questionnements à avoir quand on va se marier, mais quand on devient parent, beaucoup moins. Et donc l'idée c'est d'accompagner cette réflexion de la coparentalité et du rôle des deux parents bien en amont de la séparation. Et là c'est plutôt à la naissance. Et c'est l'idée de voir est-ce que c'est au moment où on déclare l'enfant à l'état civil qu'on est invité à participer, donc vraiment au tout début, ou est-ce que c'est à des rendez-vous réguliers? Est-ce qu'on intègre cette information ou pas dans le carnet de naissance? Voilà, je vous livre de manière un peu pêle-mêle les travaux parce qu'ils ne sont pas encore tout à fait matures, mais l'alerte a été entendue. Et donc, si vous souhaitez y participer, en tout cas, vous êtes la bienvenue, on ne sera pas de trop à y réfléchir. Mais c'est quelque chose qui nous inquiète en ce moment, oui. D'autres questions? Oui. Bonjour Madame la Ministre, je suis Adeline Coutenoir et je suis professeure de droit à l'Université de Bordeaux et administrateur ad hoc. Alors j'ai bien conscience que vous n'êtes pas ministre de la Justice, mais il me semble... Ça pourrait me créer des problèmes. Voilà. Non mais il me semble quand même que ma remarque, c'est pas vraiment une question. Non mais j'entends. Doit aussi vous être adressé parce que ça concerne l'enfance. On est aussi face à un manque criant de juges des enfants dans l'ensemble des départements, de greffiers. Et alors je parle pour ma paroisse de financement des administrateurs ad hoc qui n'ont ni statut, ni rémunération, etc. Et pardonnez-moi l'expression, mais qu'on utilise un peu comme la bonne à tout faire, qu'on met à plein d'endroits sans augmenter moi dans mon association on est 5 ou 6 et on croule sur les dossiers et donc il y a à mon avis des choses concrètes à faire. Je me permets notamment relever l'âge de la fin de la mission parce que c'est 70 ans et qu'aujourd'hui on peut peut-être continuer jusqu'à 75 voire plus,
et puis leur donner un statut, une formation, parce que ça c'est quand même très important, parce qu'ils prennent de plus en plus d'importance auprès des magistrats, notamment puisqu'on vient d'autoriser, de permettre aux juges des enfants de les désigner. Voilà, c'était juste une remarque. Merci, Madame, de mettre en lumière cette fonction qui est essentielle en réalité. Il se trouve qu'on a lancé, mais pour le coup, il faut reconnaître, ma prédécesseure l'avait déjà lancé, donc nous avons juste pris la suite des travaux au sein également de Place Vendôme, des travaux sur le statut de l'administrateur ad hoc, de sa rémunération, mais également de sa place dans les équipes pluridisciplinaires qui accompagnent les enfants, pour plusieurs raisons. Hein. Si aujourd'hui on a un manque criant d'attractivité, c'est les conditions de travail aussi, enfin, en tout cas d'engagement. Et plus largement, au-delà même de la question de l'administrateur ad hoc, de son statut, de sa rémunération, des conditions dans lesquelles il peut exercer, se pose plus largement la question, même si je sais que ça fait énormément débat, de la présence des avocats aux côtés des enfants aussi. Alors, il y a des expérimentations qui ont été faites. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité. Moi, je suis plutôt sensible, pour ne pas dire des mots qui soient plus engageants que je ne devrais. Mais les adultes qui protègent et qui accompagnent les enfants autour d'eux sont nécessaires et sont essentiels. Je pense même pour la famille. Et donc, du coup, comment on fait pour recréer les conditions permettant ces accompagnements ? Moi, sincèrement, je suis inquiète. Hein. Quand tout à l'heure, je parlais des assistants familiaux, mais en moyenne, on va en perdre, d'ici 2030, je perds 50%. Départ à la retraite. On fait comment ? Donc, d'où aujourd'hui cette inquiétude d'attractivité. Et c'est difficile de dire, quel que soit le métier, quelle que soit la fonction, c'est dire demain de donner envie peut-être à des jeunes qui sont en études de droit, de leur dire venez, devenez juge des enfants, vous savez c'est génial, ça a du sens. Bien sûr ça a du sens, mais vous n'êtes pas sûr exactement que vos décisions elles seront mises en œuvre. C'est atroce. Ça ne permet pas l'attractivité. Et de la même manière, j'ai du mal à dire à des éducateurs spécialisés venez, c'est super, mais matin, midi et soir on entend maltraitance, violence. C'est difficile. Alors, jamais nier et reconnaître en face la situation, c'est aussi permettre finalement de trouver des solutions. Mais pour ça, je pense, il faut aussi aujourd'hui passer des cliquets qui ont pour certains nombres avancé. Hein. Je pense à la loi Taquet, qui était une très belle avancée. Et moi, je m'inscris dans le travail de mes prédécesseurs. Voilà, je fais partie de la même sensibilité politique, donc ce n'est pas des big bang. Après, c'est des manières de faire plus personnelles et un brin teinté de ce qu'on est et de ce qu'on a vécu de manière plus intime chacun. Mais dans le fond, là, on arrive à un degré d'urgence qui nécessite d'accélérer et pas d'ouvrir concertation sur concertation, plutôt des mises en œuvre très, très opérationnelles. En tout cas, c'est la philosophie qui est la mienne aujourd'hui. Sur ce statut de l'administrateur ad hoc, il y a une idée de temporalité dans laquelle ces travaux pourraient aboutir ou pas ? Je vais proposer à la personne qui me sauve, en fait à Julie, de dire elle-même, puisque c'est elle qui maîtrise le calendrier dans le détail, et je pense que ça permettra d'éclairer l'Assemblée. En fait, ça fait partie du plan de lutte contre les violences faites aux enfants. C'est une des mesures et actuellement pilotée par le ministère de la Justice, mais que nous suivons en tant que pilote global du plan de lutte contre les violences faites aux enfants. Et régulièrement, nous sommes en lien avec le ministère de la Justice pour faire le point sur cette mesure qui est effectivement très attendue. Mais pas de calendrier. En l'état, je ne suis pas en mesure de vous... Voilà, je sais que c'est en cours de travail. Voilà, c'est pas satisfaisant, mais surtout ça veut tout dire. En tout cas, soyez sûrs que nous suivons de près l'avancée de ces travaux. Moi, j'ai une petite question. Vous avez tout à l'heure rappelé qu'un enfant qui se prostituait, c'était un enfant en danger. Et un enfant qui commet un acte de délinquance, est-ce que c'est un enfant en danger ? Une excellente question. Je vois tout à fait à quoi ça fait référence. Et j'aurais aussi la très grande intelligence de ne pas le nommer. Bien sûr qu'un enfant qui commet un acte est en danger. Évidemment. Pour plusieurs raisons. Déjà, il n'est pas fini. Voilà. Enfin, il n'est pas fini, vous me comprenez. Hein. Je ne sais pas que ce soit mal compris. Mais il est dans un processus. Et donc, la question qui se pose, c'est, en tout cas aujourd'hui,
c'est comment on évite que ce soit plus grave demain, qu'on accompagne mieux, mais ça veut dire, éducateur de rue, ça veut dire médiateur, ça veut dire aussi parfois réponse nouvelle. Sincèrement, moi j'étais avec le Premier ministre et le garde des Sceaux à Nice sur le stage de remobilisation. J'en avais pas vu avant, j'en connaissais pas. C'est plutôt malin, mais là il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'acte. C'est plutôt de la grande prévention qui s'appuie d'abord sur l'autorité parentale des parents, qui disent je commence à avoir des difficultés, je commence à avoir du mal. Et donc finalement, avoir un stage de remobilisation avec des professionnels et un suivi 6 mois, donc 15 jours de stage de remobilisation et 6 mois, c'est plutôt malin. Alors ça répond pas tout à fait... la réponse à votre question, elle était très claire. Et pour répondre tout à fait sans être fuyante sur le fond de votre question, les travaux sont menés bien sûr par le garde des Sceaux dans le cadre du projet de loi. Et donc du coup ça lui appartiendra d'arriver à la fin de la réponse. Mais ce qui est certain, c'est que personne n'est condamné définitivement, encore plus quand c'est un enfant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, j'avais une question aussi sur la formation des travailleurs sociaux. On repère que le nombre de personnes qui s'inscrivent dans les IRTS pour devenir travailleurs sociaux n'est pas suffisant pour compenser les départs. Et on a beaucoup entendu, notamment dans le livre blanc sur le travail social, et même quand on rencontre les instituts de formation, la difficulté que représente Parcoursup dans la sélection des étudiants qui veulent devenir travailleurs sociaux, parce qu'on a l'impression que les vocations et les formations ne se rencontrent plus. Est-ce qu'il y a des travaux qui sont envisagés pour changer ça? C'est une très bonne question. Il se trouve que j'ai déjà apporté une réponse il y a quelques jours. Moi, je suis favorable à ce qu'on expérimente la sortie de Parcoursup. Alors, c'est pas facile à négocier, pour être tout à fait honnête, puisque le premier qui l'obtiendra fera jurisprudence. Et donc, du coup, ça amènera tous les autres à demander parfois. Mais là, on est sur des métiers très particuliers. Et donc, j'essaie d'objectiver ma demande. Parce que pour l'instant, c'est plutôt des remontées. Mais sauf que j'ai pas d'éléments objectifs. J'arrive pas à évaluer de manière très froide, donc vraiment très chiffrée, par exemple, un taux de départ plus important. En fonction du nombre, en fonction du degré du coefficient du choix, le nombre d'échecs. Et en fait, il faut que j'arrive à simplement objectiver les faits pour pouvoir y arriver. Mais en parallèle de ça, se pose la question de la formation aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est de dire, dans le cadre du travail social, au sens plus large, faire des blocs communs de compétences et ensuite des blocs de spécialité. Ce qui permettra en réalité de créer des passerelles beaucoup plus aisées d'un métier à l'autre et donc de construire au-delà des passerelles des parcours bien sûr avec la formation continue, bien sûr avec la VE qui se fait déjà, mais facilité dans le cadre des mobilités. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas quand je discute avec un certain nombre d'entre eux, il y a bien sûr les conditions de travail, il y a la question de la rémunération, mais il y a aussi de l'épuisement. Il y a besoin de reprendre de l'air, d'une certaine manière, et une lourdeur des tâches administratives. Et puis tout ça, puisque voilà, vous êtes des professionnels également, une difficulté de l'environnement qui rend encore plus dur le travail. Puisque avoir dans son véhicule, mais comme pour les administrateurs ad hoc, avoir dans son véhicule un enfant jusqu'à minuit sans savoir où est-ce qu'on va finalement le déposer parce qu'on n'a pas trouvé de solution, ce n'est pas les conditions, en tout cas pour lesquelles qu'on a imaginé, dans lesquelles on aurait travaillé. Et donc ça conjugue plusieurs choses et j'ai conscience de la systémie de l'exercice. Mais le fait de pouvoir avoir un bloc commun et demain des blocs de spécialité permet aussi de créer plus d'attractivité et de ne pas perdre les gens. Aujourd'hui, la crainte, c'est qu'ils partent et qu'ils vraiment partent totalement du secteur. Mais comme on perd malheureusement des soignants du monde hospitalier, alors on essaye de construire des sortes de passerelles où on garderait leurs compétences. Typiquement, j'ai gagné un certain nombre d'arbitrages financiers pour créer, en tout cas financer et accompagner des assistants familiaux thérapeutiques pour les enfants qui relèvent de la protection de l'enfance, mais qui sont, alors pour certains disent qu'ils sont complexes, d'autres disent qu'ils ont une double vulnérabilité, en tout cas qui ont des besoins spécifiques, voire des besoins de soins. Aujourd'hui, pour libérer des places en IME, puisque on a en réalité des enfants qui ne devraient pas être dans un certain nombre de foyers, mais qui sont dans ces foyers parce que les IME sont pleins, on est en train avec les ARS et la ministre Fadila Khattabi, en train de faire libérer un certain nombre de places en IME de jeunes adultes. Mais pour ça, encore faut-il avoir des logements d'autonomie pour ces jeunes adultes. Et donc finalement, retrouver ces places d'IME pour des enfants qui en ont besoin, c'est 10 000 places qui sont évaluées. C'est énorme. Et de l'autre côté, des besoins
aujourd'hui plus en urgence. Et donc là, ça peut être des familles d'accueil mieux rémunérées, mieux accompagnées, même parce qu'il y a une compétence et une expertise particulière. Et donc peut-être ça sera demain le choix que pourrait faire une infirmière, que pourrait faire une aide-soignante, un psychologue. En tout cas, ne pas les laisser partir trop loin de ce qu'ils ont, dans le fond, choisi de faire comme métier initial. Merci Madame la Ministre, je pense qu'on va s'arrêter là. Je crois que c'est... et pour nous et pour vous, il y a un timing un peu serré. Est-ce qu'on prend une dernière... Je ferai une réponse courte, je vous promets. Merci. Oui, je suis ancien juge des enfants et ancien président de la Chambre de la famille. Vous avez dit tout à l'heure, à juste titre, qu'un mineur de 18 ans n'était pas fini, en quelque sorte. Mais mais je partage tout à fait votre opinion. Et je voudrais savoir justement par rapport aux rumeurs qui courent ou aux propositions qui sourdent par-ci par-là, de supprimer l'excuse atténuante de minorité, voire de fixer à 16 ans la majorité pénale notamment, alors qu'on nous le rappelait ce matin, c'est en 1906 que l'on a porté de 16 à 18 ans la majorité pénale. Alors, quelle est votre opinion à ce sujet ? Je savais que je savais que ça allait être exigeant. Bien sûr, les débats sont en cours, mais je vais partager avec vous le fond de ma pensée. La majorité a du sens. La majorité civile comme la majorité pénale. La bouger n'aurait pas de sens. Et ceux qui disent, par exemple, de baisser la majorité en réalité pénale à 16 ans, en réalité, je pense, se trompent totalement, pour plein de raisons. La première d'entre elles, c'est que si on venait de manière... En tout cas, je ne voudrais pas aller trop loin, puisque ce n'est pas moi qui ai entre les mains le sujet, et je voudrais laisser les échanges, les expertises se faire. Mais ça n'aurait pas de sens parce qu'on décorrélerait les deux. À ce moment-là, si on veut que la majorité soit à 16 ans, alors elle est pour tout. Elle est civile, elle est pénale, elle est aussi citoyenne, on donne tout. Aujourd'hui, c'est pas parti pour ça. Donc, le fond de ma pensée, c'est que bien sûr, la majorité pénale doit rester là où elle est. Et les autres débats qui sont sur la composition pénale, la question, l'excuse de minorité, tout ça est évidemment porté par le garde des Sceaux. Mais on juge un adolescent comme un enfant, bien sûr, et ça a vocation à continuer et à le rester. Maintenant, est-ce qu'il y a besoin d'outils nouveaux, de moyens nouveaux ? Je pense que oui. Je pense que oui. Et il ne faut pas avoir il faut pas avoir peur d'en discuter, mais d'en discuter en dehors des... En tout cas, je pense en dehors des injonctions qu'on peut entendre matin, midi et soir sur le yaka faucon. C'est plus complexe que ça. Donc, à toucher avec très grande prudence et très grande vigilance, si vous voulez le fond de ma pensée, monsieur. Merci Madame la Ministre. Quand même, en conclusion, je rappellerai que des outils nouveaux, on en a, parce qu'en fait, le Code de la justice pénale des mineurs, il est entré en vigueur en 2021, et que les outils qui sont dans le Code de la justice pénale des mineurs, on n'a même pas encore réellement eu le temps de tous les mettre en œuvre dans toutes leurs composantes, parce que c'est très nouveau, que c'était aussi une réforme de procédure importante. On a tout le monde s'est mis à la tâche, mais c'était long et complexe quand même de mettre déjà en œuvre la réforme de procédure, que dans cette réforme de procédure, il y a quand même toute une réforme aussi des mesures applicables aux mineurs, et que ces mesures, ce travail, il commence avec la protection judiciaire de la jeunesse. On n'est pas du tout au bout du travail, c'est-à-dire qu'en fait, on nous reparle à chaque fait divers, il faut être clair, d'outils nouveaux, alors qu'on n'a même pas eu le temps de mettre en place les derniers outils qui ont été, en plus, votés par votre gouvernement. Enfin, il y a quand même quelque chose d'un peu incompréhensible pour nous d'avoir réformé toute la procédure il y a à peine 2 ans et de nous dire qu'il faut des outils nouveaux alors qu'on n'a même pas fini d'appliquer nos outils. Enfin, voilà. Je vous le dis parce que quand même c'est... Voilà.
À chaque fait divers nouveau, il ne faut pas une règle nouvelle de droit nouvelle. Enfin, vraiment, ça c'est important de l'avoir en tête. Bon, en tout cas, merci d'être venu, merci d'avoir répondu avec franchise à nos questions. Je crois qu'on peut, vraiment vous remercier de ça. Nous, à FMJF, on souhaite bien sûr maintenir le dialogue avec vous, parce que c'est important. On a plein de sujets en cours. C'est vrai qu'on vous a interpellé sur des sujets, on en a bien conscience, qui ne sont pas forcément tout à fait dans votre escarcelle, mais on en a profité, voilà, parce que ça nous tient à cœur et que les sujets aujourd'hui, voilà, vous le savez, je pense que vous avez bien compris qu'on est quand même un peu perturbé par ce mouvement qui est fait et qui nous semble parfois presque contre-productif, hein, en tout cas pas forcément utile. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre écoute, de votre attention, de tout ce que vous avez pu nous dire et d'être venu nous rencontrer. Merci beaucoup.